Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial pour nous, vous verrez pourquoi. Mais avant, coucou Violaine, comment ça va? Au top. La forme? Ouais, la forme. Quoi de neuf de ton côté? Bah, devine. Je crois que t'as eu pas mal de pain sur la planche, comme on dit, pas mal de travail ces derniers temps, pas mal de taf. Pas mal de taf, mais bon, toi aussi, on a travaillé main dans la main, avec le cœur, mais franchement, c'était pour la bonne cause. La très bonne cause, ouais, ça faisait quelques temps que ça nous trottait dans la tête, mais ça y est, ça se concrétise enfin. Ça y est. On lance nos cours, c'est officiel, on lance nos propres cours parce que évidemment, écouter du français toutes les semaines, c'est génial, c'est le point de départ de beaucoup de choses dans l'apprentissage d'une langue et il faut pas le négliger. Mais bon, on peut pas rester totalement dans sa bulle. Et pour progresser concrètement, pour mettre en application toutes les choses qu'on distille comme ça dans le podcast, eh bien il faut pratiquer, c'est pas un secret. Tout ça, tout ce qu'on vous propose, tous les différents cours qu'on propose, c'est sur notre site internet frenchwithpanache.com. Allez-y, faites un tour, jetez un coup d'œil. On a voulu créer des programmes qui nous ressemblent et qui, évidemment, vous aident et vous sont utiles. Et vous allez voir, c'est dans le prolongement de ce podcast, de notre podcast, dans la langue et dans les sujets aussi qu'on aborde. Rejoignez-nous, on va bien s'amuser. L'ambiance est détendue et en même temps exigeante parce que le but, c'est que tout le monde puisse atteindre ses objectifs et à la fin, au final, progresser en français. Si vous avez un doute, d'ailleurs, hein, Violaine, on peut le dire, si les gens qui nous écoutent ont une question, quelle que soit l'interrogation que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un petit message. Ouais, et puis on vous répondra pour vous guider au mieux. Ce qu'on offre, ce qu'on vous propose, c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie d'apporter à l'enseignement. Donc c'est notre petite pierre à l'édifice, comme on dit, notre contribution. C'est fun, moderne, festif, on espère, mais aussi suivi et sérieux, comme tu disais, Nat. Et aussi, Violaine, il faut le dire quand même, c'est l'occasion de se rencontrer après quand même plusieurs mois derrière le micro. Ça nous fait plaisir, on a hâte, on est impatient vraiment. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va passer à ce numéro, d'aujourd'hui. C'est un numéro un peu spécial, un numéro spécial langue Quoi de qu'on a... mieux pour enchaîner? C'est parfait, c'est idéal et c'est vrai qu'on a kiffé préparer cet épisode, on a vraiment aimé, on a adoré le préparer. On va vous donner aujourd'hui du vocabulaire très utile qu'on retrouve principalement quand même dans le langage familier, mais vous verrez, c'est indispensable de connaître ça. Voilà, donc aujourd'hui on va s'arrêter sur peut-être 10 mots, à peu près 10 mots arabes surtout, des mots arabes qui ont une influence dans la langue française et qu'on utilise surtout tout le temps. Ouais, 8 mots et 2 expressions pour être plus précis. On a décidé de faire ce numéro parce que l'arabe, c'est une des langues qui a le plus influencé la langue française et qui continue de l'influencer pour plein de raisons, notamment géographiques et historiques. Et d'ailleurs, j'ai une preuve avec cette situation. On va commencer par là, être concret. Est-ce que tu sais, Violaine, que si tu vas faire tes courses, si tu vas au marché par exemple, si tu commences par commander un café sans sucre par exemple, et qu'ensuite tu as besoin de légumes, donc tu achètes des épinards, des aubergines, tiens, allez, et qu'après ça tu te dis, il faut que je prenne des fruits, donc j'achète des abricots. On imagine que c'est l'été, des bons abricots bien sucrés là, et juteux comme on adore. Et ben sache que si tu fais tout ça en français, tu as déjà utilisé plein de mots qui viennent de l'arabe, et sans le savoir, bien sûr. Abricot, café, sucre, aubergine et épinards. Et ces quelques mots, c'est que quelques exemples parmi les plus de 500 mots qui viennent de l'arabe et qui tirent leur origine de la langue arabe. Et c'est pas du tout récent, ça date, puisque ça remonte au Moyen-Âge.
Ouais, autour du 8e siècle environ. On est aux alentours de 700 après Jésus-Christ. Et c'est l'époque des conquêtes arabes, de la colonisation musulmane. Les musulmans, vous le savez certainement, les musulmans s'emparent de l'Espagne. Ils y introduisent leur langue, la langue arabe. Et petit à petit, ces mots vont se propager. Ces mots vont remonter, vont se répandre, notamment en Italie et en France. Et tout ça, bah, à l'époque, ça se fait grâce à tous les échanges qui existent dans ces pays-là. Ouais, entre ces pays, c'est des échanges commerciaux, hein, donc du commerce, des échanges aussi universitaires, Ouais, parce que c'était très fréquent à l'époque. Et bah, d'ailleurs, quand tu regardes les mots là qu'on vient de citer en exemple, bah, tu retrouves beaucoup de vocabulaire qui est lié à la gastronomie, à la nourriture, aux choses qu'on peut échanger avec d'autres personnes. ouais, tu fais bien de le préciser, c'est vrai. Et quand tu remarques, ça touche aussi le domaine du textile. Par exemple, le coton. Mm. Il y a le coton, il y a aussi la jupe, et puis le matelas. Vous savez, le matelas, c'est la pièce du lit sur laquelle on dort. On est juste à côté là d'un matelas. C'est cette partie plus ou moins molle. C'est dur, hein, même un peu ferme, le matelas, et en tout cas ça dépend du confort de chacun. Bref, tous ces mots viennent de l'arabe. Pour la plupart, ils ont été modifiés. Mhm. Évidemment, en arabe, on ne dit pas, certainement pas matelas comme ça, comme c'est le cas en français. En arabe, la jupe ne se dit pas jupe, l'abricot ne se dit pas non plus abricot, et on fait bien là référence à l'origine, à l'étymologie du mot, à la base, C'est quoi. ça. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, pour ce numéro, c'est pas ces mots-là qui nous intéressent. Là, on veut vous donner plutôt des mots de vocabulaire qui n'ont pas bougé. Donc, c'est des mots que j'utilise, que toi aussi, Nathan, tu utilises depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est tout jeune, et qui sont en fait directement des mots arabes. Donc, ils n'ont pas été modifiés, ils n'ont pas été francisés. En fait, ils sont rentrés dans la langue française et ils ont été totalement adoptés tels quels. Petite précision, même si tu l'as déjà dit, je crois, là on parle surtout de langage familier, Ouais. donc du français très oral, dans le français parlé, quoi. Et voilà, donc c'est bien pratique pour les connaître, pour les ressortir dans une conversation, ou même comprendre bah, le français des films ou des séries. Ouais, je suis pas sûr d'ailleurs que si là, par exemple, on sort dans la rue pour demander aux gens, aux Français qu'on croise, l'origine des mots, ils vont tout de suite dire que ces mots-là viennent de l'arabe, tu vois. Ouais, je suis pas sûre qu'ils disent ça. Ouais, je penche plutôt sur le fait que les gens seront surpris, tu vois, et ce sera une surprise pour eux. Moi, par exemple, je m'étais jamais posé la question avant, d'autant que j'ai pas baigné dans un milieu arabophone, hein, quand j'étais plus jeune. Je me disais certainement que ça venait d'une abréviation, tu vois, ou peut-être d'un mot français raccourci qu'on coupe à la fin, comme on aime souvent le faire dans notre langue. Voilà. T'as un Donc, exemple de à quoi tu penses quand tu parles de ça? bah alors moi pour moi l'exemple le plus parlant c'est Kawa, tu vois. Très bon exemple. Kawa. Je pensais que ça venait que c'était une abréviation d'un autre mot peut-être, Ok. tu Ok. vois. Kawa qui peut s'écrire de plein de manières différentes. On vous laisse aller voir sur la transcription, hein, sur notre site internet. Kawa qu'on utilise vraiment comme un synonyme de café, comme une autre manière en fait de dire café. C'est exactement pareil, hein. Il n'y a pas de différence. Et le mot kawa, ça vient de l'arabe antique, hein, ça remonte. Et à l'époque, ça désignait en fait une boisson stimulante, hein, qui donne de l'énergie, qui donne de la force. C'était ça le kawa à l'époque. Ouais, comme aujourd'hui, quoi, Bah un ouais. peu. Petit exemple de mise en pratique, même si c'est pas hyper compliqué. Imaginons, je sais pas, je suis crevée, j'ai fait une nuit blanche. Bah, je vais me réveiller, je vais te proposer, je vais dire, bon, on va se boire un kawa, on va se faire un petit kawa pour se réveiller. Ouais, le matin, est-ce que je te fais un petit kawa? Je te fais un kawa. C'est vraiment pareil, je te fais un café. Par contre, attention, Vio, si on boit trop de kawa, on peut avoir de l'anxiété, hein, j'ai lu ça. Ouais. On Bien peut sûr. être plus anxieux si on boit trop de kawa, de café. Ouais, et puis on peut avoir quoi? Mal à la tête. Ouais, et puis dans ce cas-là, il faudra prendre un rendez-vous chez le médecin. Et le médecin,
le toubib. C'est ça, hein. On C'est le dit ça. aussi comme ça, un toubib. Voilà la transition vers le second mot. Pas mal, ouais, le toubib pour parler du médecin. Pareil, là aussi, ça vient directement de l'arabe sans le modifier. Tu connais un peu ou pas l'histoire du mot? Ouais, alors ce terme, il est rentré dans l'argot militaire, hein, d'abord, pour parler en fait d'un médecin militaire, hein. Ça se limitait à ça, au monde, Mhm. à l'armée. Et donc c'est vraiment, comme souvent, hein, lié à l'histoire de la France. Est-ce que tu sais pourquoi? Quel est le lien? Bah, tu me parles de militaire, tu me parles d'histoire, je sais pas, la colonisation, Ouais, j'imagine. exact. Ouais. Quand la France a colonisé l'Algérie, donc quand les militaires étaient en Algérie et qu'ils avaient des blessures, tu vois, des problèmes de santé, bah en fait, on les envoyait se faire soigner chez les toubibs. Ah ouais, ok. Donc après, ils ont ouais, rapporté le mot dans leur valise, quoi. Et en même temps, oui, c'est vrai que c'est pas surprenant comme tu dis, parce que la colonisation de l'Algérie, ça a duré extrêmement longtemps, hein. Ça a duré de 1830 jusqu'aux années 60. Donc évidemment, bah, ils ont eu le temps de s'approprier plein de mots. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà, en 2024, toubib, on l'utilise pas seulement pour parler des médecins militaires. Non, on l'utilise pour parler surtout pas d'un médecin militaire en Ouais. fait, hein. On va vraiment le dire dans le langage commun, courant, pour parler d'un docteur, d'un médecin qu'on appelle généraliste, hein, pour Mhm. le médecin des bobos de tous les jours. Quand on a un petit problème, on va chez le toubib. Moi, j'aime bien le dire. Oh, Mhm. est-ce que tu vas chez le toubib? Est-ce que t'es allé chez le toubib? C'est un mot que j'emploie pas mal. Et t'as besoin là d'aller chez le toubib ou ça va? On peut continuer. Bah alors, tu dois le sentir, tu dois l'écouter en tout cas par rapport à d'autres épisodes là qu'on a fait dernièrement. J'ai pas ce besoin. Ça va beaucoup mieux, hein, tu l'entends au son de ma voix. Mhm. En tout cas, comme on dit, je touche du bois, hein. J'espère que voilà, que Que ça va aller. ça va aller, que ça va rester comme ça. Mais avant de commencer l'enregistrement, t'avais quand même un chouïa mal à la dent. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je me confie, hein, Je te mais confie sur ta santé. la transition est pas mal. Ouais, j'avais un chouïa mal à la dent. Donc c'est la transition encore pour le troisième mot qu'on vous donne, chouïa, CHOUI, Tréma. tréma A. Et en fait là, un chouïa, ouais, on l'utilise aussi pas mal, hein. C'est synonyme de un peu. Et je dirais même un peu, non, je dirais un petit peu. Voilà, ça va être encore plus minime, plus petit. Une lichette, un soupçon, voilà quelques synonymes, mais c'est un tout petit peu, un petit peu, un chouïa, une petite quantité. Et voilà, vous pouvez l'utiliser de la même manière, c'est exactement synonyme. C'est exactement pareil. Et histoire totalement similaire à celle du mot toubib. Franchement, c'est similaire comme deux gouttes d'eau. Ça nous vient aussi bah, des colons français en Algérie et au Maghreb. Mais en fait, au tout début, tu sais que j'ai vu qu'ils l'avaient détourné. Et en fait, il l'employait mal. Il doublait toujours le mot. Et il répétait chouïa, chouïa. Au sens de, tu vois, doucement, attends un peu. Et en fait, c'est que plus tard, là, dans les années 50, donc plus récemment, que le sens originel arabe a pris le dessus, a D- repris le dessus. Donc c'était les colons français qui l'utilisaient mal, c'est C'est ça. ça, Donc maintenant, voilà, on l'utilise pour un tout petit peu, comme son sens originel, hein. exactement. Euh, Encore un exemple, hein, pour que tout le monde voit comment on l'utilise. Si je te dis, tiens, regarde mon pantalon là, il est pas un chouïa grand. Non, il a l'air plutôt un chouïa petit. Tiens, est-ce que tu veux du lait dans ton café le matin? Tiens, Ouais, mais juste un chouïa. juste un chouïa, juste un peu, juste un petit peu, Une vraiment, toute hein. petite Une goutte, quantité. 2 gouttes, voilà. Voilà pour notre troisième mot, facile. J'ai un autre exemple pour continuer. Bon, bah, tu le sais, on attend à quel point la colonisation algérienne, qui est franchement un énorme morceau de notre histoire contemporaine, ça a influencé plein de choses, notre société, mais aussi notre langue actuelle. Ouais, Et d'ailleurs, c'est un thème, hein, que l'on aime suivre, hein. C'est un thème que l'on suit avec intérêt. La colonisation, ça nous intéresse. On l'a étudié en plus dans le passé. Bref, donc ce quatrième mot, est-ce que tu as un exemple?
Ouais, je vais te dire ce que c'est Vas-y. déjà. Donc, c'est plutôt une formule faire le zouave. Faire le zouave, donc, qui veut dire, en gros, faire le malin, faire l'intéressant, se faire remarquer. Un autre synonyme, peut-être un verbe, crâner. Mhm. Quelqu'un qui crâne, c'est quelqu'un qui fait le zouave. Voilà, c'est vraiment l'idée de se donner en spectacle. Ouais, pas mal. Ouais, typiquement, c'est quelque chose que ma mère pourrait très bien dire à mon neveu, donc pour elle, à son petit-fils. Elle pourrait lui dire, oh, calme-toi maintenant, arrête de faire le zouave, si jamais il est un peu surexcité, quoi. Mais est-ce que tu sais ce que c'est un zouave? Un zouave, à l'origine, un vrai zouave. Ouais. Euh, alors, ça me dit un truc, je crois que c'était quelqu'un qui avait un statut particulier en Algérie, là encore, une profession qui exerçait une profession spéciale, mais j'ai zappé, j'ai oublié les détails. Alors, je vais te les donner. Un zouave, c'était en fait un soldat donc algérien d'une Ah. tribu algérienne et plus précisément d'une tribu kabyle. Donc de la Kabylie, la région de la Kabylie en Algérie, ouais. Et en fait, c'était des soldats qui étaient recrutés par l'armée française pour la colonisation. Et en fait, ils étaient particulièrement reconnaissables par leur allure, notamment leurs vêtements. Ils portaient des vêtements très colorés, très originaux, bien atypiques. Donc, en fait, ils étaient un peu considérés comme exubérants ou excessifs. Ah, ok. Donc c'est la raison pour laquelle l'expression faire le zouave est née après ça, quoi. Exactement. Et si vous voulez voir à quoi ressemblait un soldat zouave, eh ben, sachez qu'il y a un tableau de Van Gogh. Voilà, Ah, comment il s'appelle, ce tableau? Est-ce que tu as une idée? le zouave, Ah, je crois, j'aurais tout pu, simplement. j'aurais pu m'en douter, j'aurais pu l'imaginer. Est-ce que tu as une idée d'où peut-être on peut le voir? Peut-être à Amsterdam, je ne sais pas. Ok, ouais, au musée Van Gogh à Amsterdam que j'ai visité, mais j'ai aucun Ah, souvenir. Mais c'était il y a longtemps, hein, j'étais enfant, mais certainement au musée Van Gogh. Je vais checker en direct. Excusez-moi, Van vas-y. Gogh, le zouave. Je préfère le regarder pour ne pas dire de bêtises. Exactement, c'est au musée Van Gogh à Amsterdam. Donc pour nos amis hollandais des Pays-Bas, certainement que vous le connaissez. Voilà, ce tableau, vous pourrez peut-être y retourner et ça doit valoir le coup. Il est beau en plus, il est plutôt pas mal et on voit bien ces couleurs dont tu parlais. Et pardonnez-nous pour notre prononciation de Van Gogh qui se Oui, prononce totalement différemment c'est vrai. en néerlandais, mais On ne je va ne pas, on ne va pas je vais s'aventurer, pas aggraver mon cas. mais c'est vrai que les Français disent Van Gogh. Exactement. Je viens de réaliser un truc là en t'écoutant, Violaine. Tu vois les trois derniers mots que l'on a cités, Toubib, Chouïa, Zouave, ils sont tous liés de près ou de loin à la colonisation française. On est OK sur ça, hein. Totalement, ouais. On est d'accord que Mm. les nouvelles générations, on les utilise un peu moins, ces mots-là, hein. Alors c'est vrai que moi, Toubib, par exemple, je l'utilise. J'aime le dire. Chouïa, un peu moins. Je l'entends beaucoup, mais moi, j'ai pas le réflexe de le dire. Et encore moins les gens plus jeunes que je fréquente. Mais Zouave, c'est peut-être pour ça Mm. c'est que tu as pris l'exemple de ta mère. Mais moi, Zouave, je trouve que ça ne relève pas trop de notre âge. C'est un peu dépassé. C'est plutôt des mots de nos parents, de nos grands-parents qui ont été amenés, popularisés par la première vague en fait, hein, la première vague de migration maghrébine. En France, là on est dans les années 50, les années 60, 1950, 1960, et c'était juste après la colonisation, et c'est la raison pour laquelle nos parents, nos grands-parents adorent ces mots-là. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Oui, je pense que ça a été amené avec la première vague hein, de migration algérienne, marocaine, tunisienne. Et c'est vrai que les jeunes les utilisent moins. Ouais, un peu comme si en fait ils rejetaient ces mots parce que trop connectés, trop liés à cette période qui a été douloureuse dans l'histoire. Pas mal, très très bonne analyse. Mais franchement, comme on vous le dit souvent, une langue c'est influencé par plein d'éléments et comprendre la société, bah, c'est aussi comprendre la langue. Ouais, donc vous avez compris, on a vu des mots qui sont connus et pour résumer, en fait, surtout employés par les plus de 40 ans à peu près,
Évidemment, c'est à relativiser, c'est une généralité, une image. De toute façon, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça sert, c'est utile et vous pouvez les ressortir, les dire quand vous parlez français. Bien sûr, bah c'est sûr qu'on va pas rire ou on va pas se moquer de vous parce que vous dites zouave ou chouïa. Franchement, au contraire, ça fait son petit effet, ça montre que vous connaissez des choses. Et Donc, notamment la partie historique que très peu de Français connaissent. Ça, c'est une certitude, hein. Vous pouvez le sortir et vous pourrez impressionner les Français. ouais, vous pourrez briller en société. Bref, en tout cas pour les prochains mots maintenant, là on va plus se concentrer sur des choses plus actuelles, donc plus largement employées, y compris chez les plus jeunes français. Ouais, et vous le savez, hein, je crois, si vous avez bien écouté tous les épisodes qu'on a fait, Violaine et moi, on a un chat. On a un chat qui s'appelle Ernest, Ernesto, il est à côté en train de dormir. Mais malheureusement, Violaine, on n'a pas de kleps pour l'instant. Ouais, kleps, vous l'aurez compris, qui signifie chien. Donc on emploie pour dire chien de façon plus informelle, bah, pour parler de nos compagnons à quatre pattes. Ouais, c'est vrai qu'on l'utilise de temps en temps, et ça vient de l'arabe aussi. De l'arabe du Maghreb, ouais, plus particulièrement donc d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. La forme originale, c'est klab. Désolée encore pour ma prononciation. Et puis pareil, il a été introduit en France à la fin du 19e siècle. Mais ce qui est drôle, c'est que on dit kleps. Alors on a ajouté un s avec la pratique, mais on a ajouté un autre suffixe d'argot parce qu'on dit aussi clébard, kleps, clébard. C'est vrai. On a les deux formes, hein. Oui, c'est très très vrai. On a les deux formes, kleps et clébard. Et c'est super familier et presque un peu péjoratif. C'est même péjoratif quand on dit clébard ou kleps. On imagine un gros chien ou plutôt un chien qu'on n'aime pas vraiment, qu'on juge un peu, qu'on méprise. Il y a moins d'affection que pour un autre. Il y a moins d'amour que pour un autre chien quand on dit kleps. Ouais, c'est vrai. Il y a moins d'affection que dans le mot chien en lui-même. Bon, par exemple, imaginons, si j'avais un chien, je sais pas, que j'étais vénère, énervée parce que je suis crevée, je dois le sortir, bah, je dirais, bon allez, je vais promener le kleps ou le clébard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et non, juste, je voulais dire, c'est drôle parce que j'ai pensé à ce mot hier pour préparer l'épisode. Et bah, ce matin, j'écoutais un podcast et une des hosts utilisait ce mot. Donc Ah oui, voilà, c'est la fréquent. boucle est bouclée. Ouais. Donc, kleps pour un chien. On passe au mot suivant, plein de vocabulaire. Là, on va bien enrichir le vocabulaire en français. Le 6e mot, c'est bled. Alors, le bled, B-L-E-D, comme pour la majorité des mots qu'on a mentionnés, ça vient de la conquête de l'Algérie par la France. Ça vient de la colonisation en Algérie. Ouais, et il a deux sens, ce mot. C'est ça. En fait, dans sa forme originale en arabe, bled, ça veut dire c'est quoi? C'est un pays, c'est une terre, c'est un territoire. Ça, c'est en arabe, rien de plus. Rien de plus. Et en français? Alors qu'en France, on va plus l'employer négativement, un peu péjorativement, ouais, pour parler d'un endroit isolé, petit, presque perdu, dans la campagne où il n'y a pas grand-chose à faire, Ouais. entre guillemets. Exemple, quelqu'un qui habite dans une grande ville, un citadin, il peut un peu mépriser celui ou celle qui est dans un petit village, loin de tout, sans transport en commun. Il peut dire oh là là, lui, il habite dans un bled. Mais est-ce que c'est forcément péjoratif? Moi, tu vois, je peux dire oh, ma grand-mère habite dans un bled sans porter aucun jugement, tu vois. Je parle de la campagne. Certes, ma grand-mère habite dans un petit village, mais quand je parle de bled, j'imagine, je vois le calme, les espaces, les grands espaces. Enfin, tout est relatif, hein. Nous sommes en France quand je dis les grands espaces, mais voilà, une vie de village paisible, tranquille, loin du bruit, du vacarme de Paris, par exemple, ou d'autres grandes villes. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de côté, comment dire, de côté négatif ou péjoratif, tu vois, ou d'arrière-pensée. Ouais, je te l'accorde. Alors peut-être que ça évolue en fait, tout simplement en même temps que la société évolue et en même temps que le regard qu'on porte bah, sur les territoires, les terroirs, ça évolue avec moins de mépris et plus d'ouverture. Petite précision quand même pour être complet, il y a des gens en France qui emploient le mot bled dans le sens originel arabe.
Ouais, c'est vrai, notamment tous les binationaux, toutes les personnes qui ont des origines, des relations, des liens étroits, des liens spéciaux quoi, avec le Maghreb. Ouais, avec le Maghreb, donc franco-algérien, franco-marocain ou même franco-portugais. C'est vrai, franco-portugais le disent Ils aussi, le disent ouais. beaucoup. Ils vivent en France à l'année et ils sont même français peut-être. Et l'été, ils rentrent voir leur famille en Algérie, au Maroc, au Portugal. Et ils vont dire ah, cet été, je retourne au bled. Ouais, aller au bled. C'est fou parce que les deux sens du mot, quoi, l'originel et le transformé, ça témoigne, je trouve, tu vois, de deux aspects très pertinents de la France. Ouais. Voilà, significatifs. C'est vrai, ouais. Mais C'est rigolo. comme souvent, en fait, pour les mots qu'on emprunte aux langues étrangères. C'est Euh, vrai. On passe au Dernier dernier mot? mot. Allez. Ouais. Allez, dernier mot du numéro. Celui-là, je vais pas vous le cacher, on l'a ajouté en dernière minute. Je vous dirai pourquoi. C'est le terme caïd, C-A-I, tréma, D. Ouais, Caïd, qui vient de l'arabe aussi, toujours de l'Algérie française. Sans surprise, ouais, t'as raison. Caïd, si on devait le traduire depuis l'arabe, on le traduirait avec commandant en Hmm. français. Et en gros, un caïd en Afrique du Nord, donc c'est le gouverneur d'une ville. C'est un notable, hein, un peu, qui remplit plein de fonctions, notamment militaires ou administratives. C'est Ouais. quelqu'un d'important. Et le sens a un peu changé en français parce qu'aujourd'hui, un caïd, ça définit plutôt une personne qui veut imposer son autorité, sa force. C'est quelqu'un qui, bon, on peut le dire, hein, qui fait peur, hein, qui fait flipper, pour dire les choses clairement. Et c'est évidemment un caïd, c'est très péjoratif. Ouais, et souvent on va utiliser la forme faire le caïd, jouer le caïd, et je vous disais qu'on l'avait ajouté en dernière minute parce que vraiment là quelques minutes avant d'enregistrer le podcast, je scrollais sur TikTok et j'ai découvert la vidéo d'un homme en fait qui nous raconte qu'on a essayé de lui voler son chien. Donc les bars. Et en fait, il avait filmé toute la scène. Ouais, j'ai vu ça, hein. J'étais vraiment choqué. En fait, on assistait en plein direct à l'altercation, à la dispute, à l'embrouille avec celui qui voulait voler son chien, quoi. C'est ça. Et dans la vidéo, en fait, le propriétaire du chien dit au voleur, alors que le voleur commençait à être violent et agressif, il lui dit oh, mais fais pas le caïd avec moi, joue pas le caïd avec Hmm. moi, calme-toi. Calme-toi. Donc un caïd, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui a du pouvoir ou qui veut en prendre en tout cas. C'est pourquoi d'ailleurs si vous mettez un peu la radio, si vous écoutez, enfin si vous regardez les journaux à la télé, on entend parfois ce terme aussi dans le milieu de la drogue. Quand on parle des caïds de la drogue, voilà, on parle, là on fait référence au chef. Au chef de bande, ouais. Ouais, au chef de bande. Donc merci le réseau social TikTok qui nous a inspiré pour ce dernier exemple. Voilà. Voilà pour les mots. On a peut-être tiens, deux bonus à vous donner là, juste avant de finir. Qu'est-ce que t'en penses, Violaine? Allez, deux expressions qui viennent toujours de la langue arabe. On va rester dans le thème. C'est vrai qu'elles sont super chouettes celles-ci, hein. Je voulais pas les laisser de côté non plus. On va les donner pour conclure. On commence par la première qui est positive. Ouais. Avoir la baraka. Très simplement, avoir la C'est baraka, quoi? c'est avoir de la chance. C'est avoir de la chance, ouais, avoir de la réussite. Parce que la baraka en arabe, c'est la bénédiction. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, mais qui va nous apporter de l'abondance, enfin plein de choses en fait positives dans la vie. Ouais, genre, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai la baraka de ouf, tout se passe bien pour moi. Ouais, j'ai la baraka. Là aussi, en fait, ce sont les pieds noirs qui ont ramené l'expression en France. Les pieds noirs, quel terme spécial. Ce sont en fait les Français hein, qui vivaient en Algérie pendant la colonisation et qui sont revenus dans les années 60 au moment de la décolonisation et au moment de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, la légende raconte que ce sont les pieds noirs qui ont ramené et qui se sont appropriés ce terme. Voilà, et que l'expression a traversé la mer Méditerranée pour se diffuser à Marseille, à Lyon ou à Paris. C'est ça, exactement. Ça a commencé par ces villes-là. Exactement, pour remonter dans le nord. On va conclure, on va s'arrêter. Oh non, dommage. Pourquoi? Pourquoi s'arrêter là? J'ai l'impression que t'as le seum. Que j'ai le seum, moi? Ouais, ça me fout le seum, j'ai le seum, je dois l'avouer.
Ça, c'est notre dernière expression, Violaine, le seum. Le seum, avoir le seum ou me foutre le seum, beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune. Seum en arabe, c'est le venin, c'est la rage. Ça, je ne savais pas. Tu l'apprends. Mm. J'ai le seum, on l'utilise quoi? Quand on est triste, quand on est en colère, c'est une expression, comme je vous disais, hyper actuelle, hyper moderne, très jeune, popularisée par le rap dans les années 90 et dans les années 2000. Ouais, j'ai le seum. On l'entend de plus en plus, notamment chez les jeunes, mais on va dire plutôt chez les moins de 30-35 ans. Si on doit faire une petite image comme ça, allez, maximum les moins de 40 ans. Mais ça, c'est sûr, par exemple, mes parents ne l'utilisent pas, ta mère ne l'utilise pas non plus. Voilà, c'est une indication, mais toi, Violaine, est-ce que tu la sors, celle-là? Oui, beaucoup. Ouais. Et encore plus les ados, par exemple, Ouais. ou les jeunes étudiants, en tout cas ceux qui ont la vingtaine. Voilà, donc si vous le dites à un jeune français, vous allez voir qu'il va tout de suite comprendre, et ça c'est super classe. Si vous la sortez, en tout cas ça fera son effet. Et je vous encourage de tester, de dire « Oh, j'ai le seum ». Ça veut dire, voilà, je suis un peu triste, je suis un peu dégoûté dans ce sens-là. Bah moi j'ai le seum de vous quitter. Et moi, j'ai le seum que ce soit fini. Et comme c'est un sentiment, vous avez vu, vous avez remarqué, j'ai utilisé le subjonctif finalement. Je suis triste que ce soit, et ben on peut dire j'ai le seum que ce soit terminé. Voilà. Important, Petit tip. avec le seum. Voilà. Très très bien. J'espère sincèrement que vous avez aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Ouais, ici ou ailleurs, on vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre, faire partie de cette aventure et progresser en français. Vous le savez, toutes les infos sont sur notre site internet. Merci pour votre fidélité. Ciao.